Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Et nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les inondations dans la capitale de la RDC, on en parle encore, mais aussi on va se rappeler du SFARS de Limité, le feu Étienne Tshisekedi à Moulumba. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Désy Massani. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, ça fait un bail, plus de 2 ans que vous êtes passé sur le plateau de Info 7. Comment allez-vous? En effet, je vais bien. Je vais bien. Nous sommes toujours au service de la République et nous avons répondu à votre appel pour édifier les téléspectateurs qui nous regardent, la population qui nous suit. Alors, un plaisir de vous retrouver. Et je rappelle que vous nous venez du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. En effet. Alors, comment se portent les partis? D'abord, je ne suis pas ici mandaté pour parler au nom du parti. Je parle comme acteur politique, comme analyste politique. Mais je ne peux pas me départir de cette casquette de membre de l'UDPS. Donc je m'assume pleinement par rapport à cela. Le parti se porte bien, le parti se porte mieux. Il y a de plus en plus de l'apaisement. Nous avons connu des turbulences au cours des 2 dernières années, mais maintenant la situation commence à devenir de plus en plus stable. À devenir. Oui. Où la situation est stable. Devenir. La situation s'améliore de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous voulons dire qu'il n'y a plus les agitations qu'il y avait il y a 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde regarde dans la même direction. Augustin Kabouya et Deo Bizibou regardent désormais dans une même direction. Nous ne pouvons pas exclure le fait qu'entre les uns et les autres, qu'il y ait des différences d'approche à certains égards, mais l'essentiel, c'est de concourir tous pour le bien du parti, pour le rayonnement du parti. Et je crois qu'en ce sens, nous regardons aujourd'hui tous dans la même direction. Aujourd'hui, il y a de voix qui estiment que l'UDPS au pouvoir n'a rien à voir de l'UDPS qui était dans l'opposition. Est-ce vrai? D'abord, c'est leur point de vue et ils ont le droit d'avoir ce point de vue-là. Mais vous n'allez quand même pas demander au parti qui est au pouvoir, le parti présidentiel, de se comporter comme un parti d'opposition. Ça n'a pas de sens. Alors que vous avez essayé de l'être quand même à un certain moment sous le règne de Jean-Marc Kabounda. On avait l'impression de voir l'UDPS au même moment au pouvoir, au même moment dans l'opposition. Je pense que c'était à cause du contexte de la coalition CACH-FCC. Okay. Nous travaillions avec des alliés, prétendument alliés, mais en réalité qui travaillaient pour saper l'action du président de la République. Et il était de notre devoir, comme parti du président de la République, de défendre justement la matérialisation de sa vision. Ah, c'est comme ça que vous avez utilisé les 2 casquettes, opposition, pouvoir? Il fallait, en tout état de cause, remettre les choses en ordre lorsque nous nous rendions compte que nos alliés ou nos partenaires voulaient placer des embûches sur notre chemin. Est-ce que Maître Désy regrette cette coalition FCC-CACH? Non. Non, parce que, pour la simple et bonne raison que, je dirais non et oui. Non, parce que il est mieux de travailler avec des personnes qui sont sincères, qui regardent dans la même direction que vous, qui travaillent comme vous à l'amélioration des choses, au développement du pays, au rayonnement du pays. En ça, je ne regrette pas cette séparation parce que nous ne regardions pas dans la même direction, donc il fallait que nos chemins se séparent. Il fallait cette séparation. Oui. Je regrette la séparation parce que je trouve que c'est dommage que à ce niveau de responsabilité politique, nos amis du FCC n'aient pas compris qu'il y avait un changement qui s'était opéré au sommet de l'État et qu'ils devaient tenir compte de cette nouvelle donne. Donc bien que Félix Tshisekedi était président, vous voulez dire que les membres du FCC avaient du mal à comprendre que le président de la République a démontré à tout le monde sa bonne foi. La bonne foi de collaborer avec le FCC. Pour le bien de la RDC. Absolument, nous avons accepté 35% contre 65% au gouvernement, à l'Assemblée nationale.
il s'est passé beaucoup de choses, mais le président de la République a accepté que nous puissions cheminer ainsi. Des ministères régaliens étaient dirigés par des ministres issus du FCC, le ministère des Finances et autres. Mais le président de la République l'avait accepté pour qu'il y ait de l'apaisement, pour le bien-être du Congo. Mais en face de nous, il n'y avait que de la mauvaise foi. Vous n'oubliez pas les écarts des animateurs de certaines institutions à l'époque à l'égard du chef de l'État. Les propos malencontreux de Madame Mabunda, par exemple, et j'en passe. L'attitude du Premier ministre Ilunga Kamba qui, même en s'exprimant comme en tant que Premier ministre, il devait faire d'abord référence à son autorité morale. Vous voyez des ministres qui préféraient répondre à une réunion de leur famille politique à Kingakati plutôt qu'à des impératifs de l'État. Donc, on ne pouvait pas continuer de cette manière-là. Nos chemins se sont séparés et voilà. Vous parlez des chemins qui se sont séparés aujourd'hui. Némi Mouilania, qui est quand même identifié vraiment comme proche de Joseph Kabila Kabange, qui nous parle aujourd'hui d'une trahison. Félix Tshisekedi a trahi. Je ne sais pas pourquoi les amis du FCC et des personnalités pourtant importantes comme le professeur Mouilania s'amusent à faire de la comédie devant les médias. Vous parlez d'une comédie? Oui. Je pense que ça ne l'honore pas. Plus d'une demi-douzaine de rapports des Nations Unies ont établi aujourd'hui que le M23, AFC, entretient des liens directs avec le président Joseph Kabila. Et les mêmes rapports affirment qu'en réalité, il n'existe pas d'armée de l'AFC M23. C'est une division de l'armée rwandaise. Donc, c'est le Rwanda qui agresse notre pays. Némi Mouilania, son mentor ou son chef, Joseph Kabila, nous dit que le M23 reflète les aspirations du peuple. Ils nous disent ensuite que les aspirations du M23, donc du Rwanda, correspondent avec celles du président Kabila. Et c'est cet homme-là qui vient parler ici de trahison. C'est de la comédie, madame. Je suis très déçu par cette attitude irresponsable et ce cynisme d'un acteur politique comme le professeur Mouilania. C'est regrettable qu'au Congo, il y ait eu des personnes avec des personnalités aussi cyniques qui aient eu à occuper des fonctions aussi importantes. Des personnes qui pensent que la gestion de la République, c'est de la plaisanterie qu'on peut faire passer à la télévision pour faire le bouffon. Alors qu'on parle de choses sérieuses. Donc vous rejetez en bloc les propos de Némi Mouilania, lui qui parle rarement. Et alors aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que, comme la Bible le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a tellement beaucoup encaissé et qu'il s'est décidé de se prononcer. Je viens de vous dire que M. Némi Mouilania et son patron Joseph Kabila sont dans les mallettes du Rwanda qui agressent notre pays. Il y a eu 10 000 morts à Goma, il y a eu des morts à Bukavu, il y a eu des femmes violées, il y a autant de déplacés de guerre. C'est l'œuvre de Némi Mouilania, du président Kabila et du président Kagame. Et c'est ce monsieur-là qui parle de trahison? Madame, soyons sérieux quand même. Je pense qu'on ne devrait même pas parler de ce genre de personnes. Alors la RDC, ça fait plus de 7 ans, si je ne me trompe pas, que le pays est géré par Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment que l'UDPS ne joue pas correctement son rôle comme parti au pouvoir. Alors, Désiré Massani, comment est-ce que vous réagissez à ces affirmations? D'abord, c'est leur point de vue et ça dépend de qui le pense. Si c'est des propos qui viennent des membres de l'opposition, c'est de bonne guerre. Mais parfois, ce sont même les membres du parti au pouvoir qui le disent. Je n'ai aucune preuve qui me montre... Alors pour vous, l'UDPS joue correctement son rôle? Tout dépend de ce que vous attendez de l'UDPS comme parti au pouvoir. Chacun a son entendement. Nous faisons notre travail, nous avons fait correctement? Nous avons des animateurs dans les institutions.
au niveau du gouvernement. Nous avons des députés nationaux, des sénateurs qui font leur travail, des ministres qui sont en fonction, qui font leur travail, des mandataires publics qui font leur travail correctement. Nous pouvons vous donner des exemples, des personnes qui redorent le blason du parti. Qui font leur travail correctement, là c'est intéressant. Vous n'allez quand même pas remettre ici en question les compétences et l'action de la première ministre, Mme Souminois, qui est de l'UDPS. Vous n'allez quand même pas remettre en question le travail de Mme Kayikwamba Wagner. Vous n'allez quand même pas remettre en question le travail de VPM Liaou. Je pense que intellectuellement, ce ne serait pas honnête de le faire. Et je pense que nous faisons notre travail comme parti politique et nous ne sommes pas une institution étatique. Si d'aucuns attendent que l'UDPS vienne s'ingérer dans la gestion de la chose publique pour ensuite critiquer, parler de dictature, non, ce n'est pas ça notre rôle. Et je sais que dans l'entendement de certains, ils attendent que l'UDPS se comporte un peu comme une sorte de police politique. Mais ce ne sera pas le cas. Nous sommes un parti démocrate. C'est l'UDPS qui rendra compte devant le peuple congolais? Nous rendrons compte en fonction du travail que nous faisons dans les institutions. En fonction du programme aussi et des promesses du président de la République, Absolument. Mais voilà, le président de la République travaille, tout le monde le voit. Nous sommes au moins fiers que c'est pendant que l'UDPS est au pouvoir que le Congo est en train de sortir du joug de la domination rwandaise dans laquelle nous avons été placés pendant tout le régime passé. Et entre-temps, les ventres continuent à être affamés. Ça, ce sont des propos populistes qu'on utilise pour manipuler la population. La famine, le chômage, la pauvreté, il y en a même aux États-Unis. Est-ce que la proportion est la même? Justement, parce que nous n'avons pas... Parce que vous comparez la RDC aux USA. C'est pour vous dire que s'il y en a là-bas, ne vous étonnez pas qu'il y en ait ici, après que nous ayons eu le passage au pouvoir de la famille PPRD-FCC, qui n'a fait qu'enfoncer le pays pendant près de 20 ans. Donc ce n'est pas une excuse, mais c'est une conséquence logique. On a l'impression que c'est une excuse que vous voulez trouver auprès du peuple congolais. Bon, pendant 20 ans, ils ont trouvé une excuse aussi sur le régime du maréchal Mobutu, donc vous n'avez pas nous impliquer non plus. Donc vous voulez faire comme eux? Non. Alors? Nous constatons simplement que le régime Kabila a plongé le pays dans un gouffre, dans un marasme, dans lequel nous nous battons de le sortir aujourd'hui. Par exemple, la situation à l'est de notre pays, la mainmise du Rwanda sur le Congo. Aujourd'hui, tout le monde constate la perte d'influence du gouvernement rwandais, du président rwandais, du point de vue politique, du point de vue géostratégique. Tout le monde le constate aujourd'hui. On constate la montée en puissance de la République démocratique du Congo. La voix du Congo est aujourd'hui entendue dans le concert des nations. La voix du Congo compte aujourd'hui. Le Congo est aujourd'hui représenté partout. Et ça compte. Et ça, c'est l'action de l'UDPS. Nous en sommes fiers de redonner à notre pays sa souveraineté. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Quelles sont les causes des inondations que nous sommes en train d'observer dans la ville de Kinshasa? La première cause, c'est le manque d'aménagement, le manque d'urbanisation. Vous savez, la ville de Kinshasa est une ville qui était, à son temps, avait une population de 500 000 personnes, habitants. Aujourd'hui, nous avoisinons pratiquement 20 millions. Ça signifie que l'explosion démographique a amené de problèmes. Étant donné que l'urbanisation et l'aménagement du territoire n'a pas suivi, ce qui fait que nous avons un grand problème à ce qui concerne un gap dans le système de drainage. Et la responsabilité de ces gaps, elle est partagée, c'est-à-dire, ce n'est pas l'affaire seulement de l'OVD, bien que dans les missions de l'OVD, effectivement, nous avons l'aspect drainage, mais elle est partagée, cette responsabilité est partagée dans ce sens qu'il y a tout un plan
c'est-à-dire une planification qui devait être mise en place pour pouvoir avoir tous les systèmes de drainage à travers la ville. Aujourd'hui, avec cette explosion démographique qui fait que les coefficients de ruissellement augmentent. Là où il y avait les espaces végétalisés, tous ces espaces ne sont plus végétalisés, c'est-à-dire la dévégétalisation constitue aussi un des éléments de cause des inondations qu'on est en train d'observer dans la ville. Ça, c'est les aspects sur l'aménagement du territoire, sur l'aspect urbanisation, mais en même temps, j'ai épinglé l'aspect gap qu'il y a dans le système de drainage. Mais nous avons aussi le comportement humain qui est à la base des problèmes des inondations. Le peu de systèmes de drainage qui existent dans la ville, vous les trouvez, ils sont complètement bouchés. Bouchés par quoi? Par les déchets. Et là, se pose un problème de traitement de déchets, qui n'est pas du ressort de l'OVD, mais qui est du ressort plutôt de tout ce qui est comme exécutifs provinciaux, mairie et tout ça, qui n'est pas assigné à l'apanage de l'OVD. Mais vous avez aussi le ministère de l'Environnement qui intervient aussi dans l'assainissement, parce que souvent les gens confondent l'assainissement et la salubrité. La salubrité n'est pas de l'apanage de l'OVD. Et cette salubrité amène à ce que les caniveaux sont bougés là où doivent circuler les eaux et ça pose un problème. Vous avez toujours sur le plan comportemental, c'est-à-dire l'homme, ce que l'homme est. Et là, nous avons le foncier, nous avons aussi l'urbanisme qui donne des autorisations de construire parfois sur les ouvrages de drainage et ça bloque l'écoulement des eaux. Du point 1, communication de la Première ministre. La communication de la Première ministre, chef du gouvernement, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De son séjour dans la province de la Mongala. Dans le cadre de la gouvernance de proximité, telle que souhaitée par le président de la République, la Première ministre a conduit du 1er au 3 février 2026 une mission d'itinérance dans les 3 territoires de la province de la Mongala, à savoir Lissala, Bongandanga et Bumba. La délégation était composée de parlementaires originaires de cette province et de quelques membres du gouvernement des secteurs concernés. Le commissaire général de la police nationale et les responsables des établissements et services publics du secteur des infrastructures ont été associés à cette mission. Placée sous le signe de la consolidation de l'unité nationale et de la cohabitation pacifique entre communautés, au regard des récents conflits interethniques observés dans certaines localités du pays, ce séjour a en outre permis de procéder à l'évaluation de l'état d'avancement des chantiers routiers prioritaires engagés par le gouvernement et au lancement des travaux structurants visant la modernisation de cette province, souvent victime des érosions ainsi que des éboulements de terre à la base du phénomène des déplacements de population. Par ailleurs, la Première ministre a rappelé que la Mongala fait partie du couloir vert Kivu-Kinshasa avec un important potentiel en termes de biodiversité et devrait générer des ressources substantielles au pays et à sa population grâce notamment à ses puits de carbone. Parmi les projets visant le désenclavement de la province, elle a évoqué la modernisation de la route nationale numéro 6 qui relie la province de la Mongala à celle du Sud-Obangui, jusqu'à la République centrafricaine et vers la partie orientale en traversant le Baouélé, précisant qu'il s'agit également d'une route transafricaine qui permet de traverser l'Afrique du nord au sud. L'évaluation du programme de développement local des 145 territoires dans sa première phase a constitué un autre point d'attention. Afin d'augmenter le taux d'exécution global, l'agence d'exécution concernée, le PNUD, s'est engagée à accélérer les travaux. À cet effet, la Première ministre a demandé au ministre des Infrastructures et Travaux publics d'en faire un suivi efficace.
Alors, Désir Massani, vous vivez dans la capitale de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes fier de ce visage, l'image que présente aujourd'hui Kinshasa Yerkin Label? Je ne sais pas, j'ai l'impression que votre question est une question polémique. C'est une question que tout le monde se pose. À quoi vous, je ne sais pas si vous êtes fier faites-vous allusion à Kinshasa précisément? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de l'image que présente Kinshasa? Oui, mais pouvez-vous être un peu plus clair? Ou c'est une question qui vous met mal à l'aise? Non, non, je demande juste Alors, vous vivez à Kinshasa. à mieux vous comprendre. Vous voyez l'image que présente Kinshasa aujourd'hui? Alors, Désir Massani, n'essayez pas de faire semblant comme si vous ne compreniez pas ma question, alors qu'elle est claire. Ça dépend. Hein. Kinshasa aujourd'hui caractérisé par des embouteillages. Okay. Kinshasa aujourd'hui caractérisé par les inondations, des immondices. Eh bien, Kinshasa géré par l'UDPS. D'accord. Alors, je crois que le désordre qu'il y a aujourd'hui dans la capitale est quand même... le désordre. Oui. Ok. Et la conséquence des constructions, pour la plupart du temps anarchiques, qui ont été érigées dans la capitale au courant de, je peux dire, les 60 dernières années depuis l'indépendance. Donc, si aujourd'hui on dégommait le gouverneur en place et qu'on vous mettait à sa place, même après 2 ans, vous ne changerez pas ça. Alors, est-ce que Désir Massani est fier d'abord de l'image que présente aujourd'hui la capitale de la République démocratique du Congo? Vous voulez que je vous réponde comme dans un examen à l'école par oui ou non? Je suis en train d'argumenter, je suis un politique. Alors, même si on vous plaçait au sommet de la ville de Kinshasa, dans 2 ans, vous n'allez pas démolir la ville pour reconstruire la ville selon toutes les normes urbanistiques. Les normes urbanistiques n'ont pas été respectées clairement parce que... Ça n'a pas commencé aujourd'hui, vous l'aviez dit. Justement. Hein, plus de 50 ans. Justement. Mais Kinshasa rayonnait tout de même du temps de Ngobila et les autres qui sont passés. Ah bon? Vous pensez? Vous pensez que Kinshasa... Est-ce qu'il y avait des inondations comme aujourd'hui sous Daniel Bumba? Est-ce qu'il y avait des immondices? Il y en avait. Il y en avait, madame. Peut-être que sous Kimbuta, l'influence des réseaux sociaux n'était pas aussi grandissante que celle d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se... Non, mais c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez des poubelles sur l'avenue Sayo que le gouverneur Kimbuta nous avait léguées comme héritage? Non, s'il vous plaît. Je préfère ne pas me focaliser sur les individus, mais je pense que nous sommes ici essayer de régler un problème qui a été créé au fur et à mesure. Mais bien sûr, mais n'essayez pas de défendre le pouvoir UDPS parce que Kinshasa est entre les mains de l'UDPS. Hein. Vous voulez qu'on vous dise... passer à côté de la plaque alors que vous avez la réalité en face de vous. Vous voulez qu'on vous dise la vérité ou vous voulez que je vous raconte des histoires? Les Congolais veulent entendre cette vérité. Les Congolais suivent. Pas une vérité maquillée? Non, pas de vérité maquillée. Allez-y. Mais je ne vais pas faire du populisme ici à la télévision. Allez-y. Kinshasa, aujourd'hui, fait face aux inondations, embouteillages, la saleté, il est clair, les immondices. Madame, il est clair. Visible à l'œil nu. Il est clair qu'il y a lieu d'améliorer davantage la gouvernance. Ah, il est clair. Il est clair qu'il y a des efforts à faire. Le travail qui est fait aujourd'hui est très loin d'être parfait. Ah, okay. Et ça, c'est indiscutable, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas nier le fait que c'est la conséquence du désordre que nous avons nous-mêmes entretenu depuis 60 ans. Mais vous êtes venu pour réparer. Mais c'est ce que nous faisons. Alors, mais vous n'allez pas... êtes là à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites déjà pour réparer? Je pense que vous vivez dans la ville de Kinshasa, comme vous venez de le dire. Je salue d'ailleurs... les mesures qui sont prises actuellement par les autorités de la ville en ce qui concerne le contrôle des véhicules qui a pratiquement plaqué 80% des véhicules dans nos garages à la maison. Donc les embouteillages étaient en réalité causés par des véhicules qui n'avaient pas les documents requis. Ils ne sont pas en ordre avec la vie. Ben voilà. Donc voilà, parce que nous réclamons beaucoup de choses. Hein. Nous sommes très exigeants. Mais en réalité, nous ne respectons même pas nous-mêmes les lois
de notre pays. Mais d'une part, c'est pas parce que les gens sont découragés. Acheter, par exemple, la vignette, et lorsqu'on regarde l'état dans lequel Madame, lorsqu'on est un les citoyen, infrastructures, lorsqu'on est un c'est pas un citoyen, découragement, là. lorsque vous êtes un citoyen, vous vous acquittez de vos devoirs vis-à-vis de l'État. Vous payez vos taxes et vous payez, L'État a aussi le droit et vous payez vos de impôts. respecter ses engagements. Mais au vu de ce que nous avons constaté, après que les mesures de contrôle aient été prises, tous ces véhicules qui sont restés à la maison, toutes ces rues qui sont restées désertes, nous constatons pourquoi justement la ville n'a pas de moyens pour faire son travail. C'est parce que les gens ne veulent pas respecter les lois, payer les taxes, payer les redevances. Mais aujourd'hui, avec le travail qui se fait, je pense que d'ici là, on va parler aussi de l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier. La ville aura de plus en plus de moyens qui lui permettra de remettre de l'ordre progressivement. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées. Les gouvernants, ceux qui dirigent la ville, je n'en fais pas partie, ont une responsabilité de rendre les services pour lesquels ils ont été élus pour certains, nommés pour d'autres, mais la population a une part de responsabilité qu'elle doit aussi prendre en compte pour ne pas toujours rejeter la balle vers les dirigeants. Le développement de la ville, c'est notre affaire à tous. Est-ce qu'il vous arrive au sein du parti d'analyser quand même l'action des mandataires, des ministres du parti? Le parti est un organe exécutif qui se réunit toutes les semaines. Et ce n'est pas en vain qu'il se réunit. Il y a des mandataires publics. Les mandataires publics n'ont pas vocation à faire de la politique, hein, donc n'ont pas vocation à travailler en faisant toujours de la publicité de ce qu'ils font, comme peut-être vous l'attendez. Mais je pense qu'il y a des mandataires publics issus de l'UDPS, par exemple, qui sortent du lot. Alors, le gouvernement en soumis... Je prends l'exemple du directeur général de la CENSAP, M. Junior Mata, dont nous voyons l'action. Nous en sommes fiers. Ah, ça, c'est l'UDPS. Oui. Ou le peuple congolais? L'UDPS, les membres de l'UDPS font partie du peuple congolais, à moins que vous vouliez nous chasser. Mais nous sommes congolais comme vous. Donc, pour tous les mandataires qui sont là, il n'y a que Junior Mata. J'ai donné un exemple. Si je me mets à commencer à citer... Oui, d'ailleurs, c'est comme si vous avez anticipé une de mes questions. C'était en rapport avec le gouvernement en Souminois 2. Aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que ça ne servait à rien de faire les remaniements parce que le gouvernement Souminois 2 n'a pas impacté comme attendait le peuple congolais. Est-ce aussi le constat de... Vous savez que nous venons de très loin et il y a de véritables défis en termes de gouvernance, en termes de développement et c'est tout à fait normal que les attentes de la population soient très grandes et c'est tout à fait légitime parce que c'est pour ça que la population élit ses dirigeants. Mais il faut savoir garder le sens de la mesure. Je ne me plains pas de l'action du gouvernement souminois lorsque je le compare avec ceux qui l'ont précédé. Donc, Désir Massani est fier et satisfait. J'étais pourtant clair. Je dis, je ne plains pas l'action du gouvernement souminois lorsque je le compare avec ceux qui l'ont précédé. Donc, Souminois 1, Ilunkamba et puis Samalou Kondé. Une déception pour toi? Non, je n'irai pas jusqu'à parler de déception, mais je dis que le gouvernement souminois n'est pas à plaindre par rapport à ses prédécesseurs. Vous faites ces affirmations parce que vous êtes du parti au pouvoir ou juste parce que c'est le gouvernement souminois 2 qui est là? Non, absolument pas. Bon, si vous avez des indicateurs par lesquels vous pouvez nous démontrer que l'action des gouvernements précédents était meilleure que celle-ci, allez-y, comme ça on y va. Je vous démontrerai le contraire. Madame, monsieur, prenons ce deuxième dossier. Vous le savez très bien, cela fait exactement déjà 9 ans depuis la disparition du sphinx de Limete, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Son slogan « Le peuple d'abord ». Est-ce aujourd'hui, ce slogan a tout son sens? On en parle juste après.
na refus obtempéré na certains usagers. Toujours bâtiment avec la rabambasu. Son boy goto ça, au poussani, pneu na yo optoboka. Ton otoboki, tu récupérer que la fourrière du Gabon sur la case. Tu vas dire sur la barricade, observez parce que sont on filmé parce que deux hasards va identifier. Embouteillage ou désordre qui est là 10 minutes, 2 heures. Quand vous donnez shift à Boutou, ça n'a rien à voir avec l'instauration d'une insécurité, mais ça prend plus qu'on nous a fluidifié davantage, peut observer sécurité dans balabala à ces heures-là. Parce que tant l'embouteillage est quand même sorti les heures du matin, ils sont se plaignent. Ensuite, on a ça à ordre, si la minute, et ça, les capacités, n'a pas eu la batou, la considération de l'ego-sala. Ils avaient pour l'intérêt de la bisognoso. Parce que tu as remarqué même, ils ont un mouton dans sa patron, on a mis tout à 50, 70, à s'organiser à la Carrefour, quand on a mis tout à été, et tout c'est normal. Et là, un mouton était dans une opération, on fout à $564 de lui-même. Ça, c'est faux. Parce que sur un chauffeur, on s'est limité à permis, nous connaissons tout cas, à reçoit l'assurance, à s'assurer dans la vignette. Cela fait 9 ans que disparaissait le docteur Etienne Tshisekedi Ouamulumba de heureuse mémoire. Nous avons réuni notre peuple aujourd'hui, non seulement le membre de Vichidé, mais le peuple congolais en général, pour leur donner un seul message. Le docteur Etienne Tshisekedi avait dit « ligotez-le ». Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour préparer la manière et la bonne manière pour ligoter le monsieur ou l'individu qui se fait appeler Joseph Kabila. Pourquoi nous citons cet homme-là? Parce qu'il est la cause de notre malheur. C'est lui qui est auteur, qui est responsable de la balkanisation qui est en train de se préparer. C'est lui qui est à la tête de ce que nous appelons AFC M23. C'est lui que M. Kagame a utilisé pour torturer les efforts du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Invité à cette 9e célébration de la mort de l'homme de la 10e rue Limité, Christopher Ngoï, numéro 1 de la société civile de la RDC, est revenu sur la problématique du dialogue. Vichidé, c'est une organisation qui travaille en permanence sur sa vision, la vision du docteur Etienne Tshisekedi. Je suis venu pour commémorer ensemble avec des amis. Nous n'avons jamais refusé ni rejeté le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. 1er février 2026, Madame, Messieurs, cela fait exactement 9 ans depuis la disparition de feu Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Alors le 1er février, vous vous êtes rappelé l'UDPS des Massani, vous vous êtes rappelé du Sphinx de Limité. Quel souvenir vous gardez encore de celui qui a été opposant historique? Nous gardons en mémoire le souvenir d'un homme imperturbable, d'un homme constant, d'un homme qui pouvait faire face à toutes les situations avec une résilience exemplaire, d'un homme d'une probité morale indiscutable, d'un homme tellement profond dans son idéologie, dans sa pensée, d'un homme de valeur, d'un homme politique au vrai sens du mot. Bref, nous gardons de notre mentor, je pourrais même dire de notre père, le souvenir d'un vrai leader. Mais est-ce que vous pensez que là où il est fier de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir? Je pense que de là où il est, il se rendrait certainement compte que nous étions dans une situation où le Rwanda pouvait même dicter le nom de certains ministres qui devaient figurer dans le gouvernement, où la RDC n'avait pratiquement plus de souveraineté, où les dirigeants congolais ne pouvaient même pas oser ouvrir leur bouche pour parler ouvertement de ce qui se passe en termes de pillage des ressources à l'est du pays, parce qu'il y avait la mainmise du Rwanda. Nous étions dans une situation où la voix du Congo n'était pas audible à l'international.
On pouvait parler du génocide rwandais, mais on ne pouvait pas parler des 10 millions de morts qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Nous étions dans une situation extrêmement grave où les opposants politiques étaient torturés, certains assassinés, des journalistes assassinés. Nous étions dans une situation extrêmement grave. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ah, les opposants ne sont plus torturés? Si vous en connaissez, je ne sais pas, vous pouvez m'en citer quelques-uns. Non, mais les opposants vous accusent, notamment du côté de Jean-Marc Kabunda Kabound, le FCC de Joseph Kabila Kabongé, qui traite le régime Tshisekedi d'un régime qui a imposé la dictature au peuple congolais. Madame, je venais de vous dire tout à l'heure que ces gens ne sont tellement pas sérieux que j'aurais préféré qu'on ne parle pas d'eux. Mais puisque vous... Non, mais parce que vous dites les contraires. Puisque vous êtes en train de dire que c'est un régime où les opposants peuvent en fait, manifester librement, peuvent agir librement, alors que ce n'est pas le cas. Ah bon? Vous l'affirmez, vous, journaliste? Moi, je ne l'affirme pas, mais c'est ce qu'ils disent, et même sur ce plateau. Vous venez de prendre position. Non. Sur ce plateau, plusieurs fois, Maître Arlette Odia n'a cessé de décrire le régime Tshisekedi comme un régime qui a imposé la dictature, ce qui ne pouvait pas s'est passé. Alors, laissez-moi rafraîchir la mémoire à la fois de Maître Odia, comme vous dites, la vôtre et de celle qui nous regarde. Est-ce que les amis du FCC peuvent nous dire aujourd'hui où est le corps de M. Chebeya? Même Kabound lui-même qui était avec vous, hein, aujourd'hui, vous regardez différemment. Allez-y. Est-ce qu'ils peuvent nous dire, M. Kabound, si réellement il était avec nous, comme vous le dites, ils peuvent nous dire, lui et ses copains du FCC. Vous voulez nier que Kabound n'était pas avec vous? Peut-être physiquement, mais aujourd'hui... Mais il a géré le parti. Pour avoir... Vous êtes sous quelle planète? Non, Kabound a quand même géré le parti UDPS. Là, vous ne pouvez pas le nier. Vous pouvez gérer un parti, mais être collabo. Vous pouvez gérer un parti, mais collaborer avec ceux qui combattent votre parti. Aujourd'hui, vous voulez dire que Kabound, qui a géré l'UDPS, n'était pas dans la même vision que vous? Au vu de ces récentes prises de position, de ses revirements, de son changement de cap, nous concluons qu'il n'était pas ce que nous pensions. Donc, laissez-moi vous rafraîchir quand même la mémoire. Est-ce que M. Kabound et ses amis du FCC peuvent nous dire où se trouve le corps de Chebeya et de Fidel Bazana? Est-ce qu'ils peuvent nous dire votre confrère, Franck Ngike, et son épouse? Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'ils peuvent nous parler, nous regarder en face? Regarder en face la veuve de Rossi Mukendi et lui dire où se trouve son mari? Est-ce qu'ils peuvent nous regarder en face et nous dire qu'est devenu Armand Tungulu? Est-ce qu'ils peuvent nous regarder en face et nous dire qu'est devenu Madame Kapangala? Est-ce que le régime Kabila peut nous regarder en face et nous expliquer de manière claire qui a tué M. Laurent Désiré Kabila? Non, madame, s'il vous plaît. On parle des choses sérieuses, parlons des personnes sérieuses. Alors, je peux aussi poser la question, comme ces Congolais lambda qui n'ont pas cessé de le dire, même à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime de Tshisekedi peut aussi dire qu'est-ce qui s'est passé avec Chéribin Okende? Je pense qu'il faut poser la question à nos amis d'Ensemble pour la République. Mais c'est sous Tshisekedi que ça s'est passé, non? Vous avez décrit tout ce qui s'est passé sous Kabila. Nous avons décrit ce qui s'est passé sous Kabila parce qu'il y a un lien direct entre le pouvoir du président Kabila et ces personnes qui étaient décédées. Le pouvoir du président Kabila avait des raisons d'en vouloir à ces personnes-là. Dites-moi, quelle est la raison pour laquelle le pouvoir du président Tshisekedi en voulait à M. Okende? En quoi est-ce que M. Okende posait un problème pour l'UDPS ou pour le président Tshisekedi? Vous ne pouvez pas l'établir. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est pour ça que même dans l'opinion, ça ne pèse pas. Personne n'y croit. Et vous pensez que s'il y a quelqu'un à tuer, si le régime Tshisekedi était un régime dictatorial, c'est M. Okende qu'on choisirait? Vous pensez vraiment que c'est M. Okende qu'on choisirait?
s'il fallait tuer quelqu'un? Madame, c'est en sérieux quand même à un moment donné. Alors, que devient le slogan « Le peuple d'abord » ? Le peuple d'abord est une réalité aujourd'hui. Ah, de manière... une réalité. Oui. Peut-être attendez-vous que le président de la République vienne servir les plats dans les parcelles des Congolais. Mais ce n'est pas ça la vocation du président de la République. Tenez, allez dire aux étudiants de l'IPEN qui ne savaient pas où s'asseoir aujourd'hui, qui étudiaient dans des conditions minables il y a quelque temps. Allez leur dire aujourd'hui que l'action du président Tshisekedi en faveur du peuple congolais est inexistante. Allez le dire à Mbujimaï, à Kananga. Allez le dire aux étudiants de l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. 18 ans au pouvoir, aucune université construite ou réhabilitée. Avec des projets faramineux de 1000 écoles. Combien ont été construites? Mais aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, il y en a plusieurs. J'aurais su, je vous aurais amené toute la liste. Des centaines d'écoles construites à travers la République. En 7 ans. En termes de voirie. Parce qu'on dit que la voie du développement passe par le développement de la route. Ceux qui étaient avant nous, près de 20 ans, ils ont construit combien de kilomètres en termes de route? En 7 ans, nous avons construit plus du double de ce qu'ils ont fait. Et vous allez nous dire que le peuple, d'abord, n'est qu'un slogan? La gratuité de l'enseignement. Certains estiment que c'est devenu un slogan. La gratuité de la maternité. Allez à Mama Yemou aujourd'hui. Regardez ce qui était Mama Yemou hier et ce qui est Mama Yemou aujourd'hui. Madame, c'est ceux qui ont dépouillé même le zoo pour se construire des domaines comme Kingakati qui vont nous parler du peuple d'abord. Non, madame, c'est en sérieux. Alors, à l'occasion de la célébration du 9e anniversaire du Sens de Limité, il y a quand même une voix qui s'est levée dans l'opinion pour dire que en ce jour, je reprends pratiquement peut-être pas les mots mais les sens, en ce jour où nous nous rappelons du Sens de Limité, du coup, la question est de savoir Ibalanki aujourd'hui qui a traversé, qui est arrivé, qui a bénéficié de la confiance, ça ne vient pas de moi, mais j'essaie de reprendre, la confiance notamment de Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, qui s'est retrouvé de l'autre côté. Et du coup, on accuse Augustin Kabouya de ne pas gérer le parti comme il le faut. À cause de M. Ibalanki? Je reprends, hein, c'est un des propos qu'à l'Internet a tenu. À un moment donné. Oui, le 1er février. Hein. Je pense que... Je vois que vous riez vous-même parce qu'il y a de quoi rire avec ce genre de commentaires. Madame, est-ce que vous savez que Lucifer était un ange? Là où il y avait Dieu, mais il y avait un Lucifer. Est-ce que vous savez que Judas était un apôtre? C'était même le trésorier de notre Seigneur. Mais il s'est avéré que c'était un traître. Mais lorsqu'un traître vient dans un parti ou autour d'une autorité établie, mais il vient comme un agneau. Qui a cette boule de cristal qui sait détecter les traîtres lorsqu'ils arrivent? Je pense que c'est un raisonnement qui n'a même pas de sens. Ça ne sert même à rien de perdre du temps là-dessus. Alors, au-delà de cette voie, les autres qui estiment que le parti aujourd'hui, c'est quand même dérouté de la vision à cause de Augustin Kabouya. Bon, c'est leur point de vue. Ils ont le droit de... Mais Désir Massani? Ce n'est pas mon point de vue parce que je pense que chaque secrétaire général du parti vient à un moment donné, donne ce qu'il peut donner et lorsque le temps arrive, il part et chacun a sa mission. Et je pense que sous le secrétaire général Kabouya, il s'est passé des choses quand même. Hein. Il faut reconnaître que le président Tshisekedi vient d'obtenir son 2e mandat. Nous avons aujourd'hui le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, le plus grand nombre de sénateurs, le plus grand nombre de députés provinciaux. Et à partir de cela, on ne peut pas dire que l'action du secrétaire général est nulle. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il a fait ce qu'il devait faire pendant son mandat. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Je pense que c'est plutôt à saluer. Alors, sincèrement, vous pensez que c'est facile de tenir une maison comme l'UDPS?
où il y a une aussi grande liberté de parole, où tout le monde peut s'exprimer libre, ce qui est différent des autres partis politiques, hein, avec une base aussi dynamique qui peut apostropher à tout moment les autorités, même au plus haut niveau. Vous pensez que c'est facile de tenir un parti comme l'UDPS pendant toutes ces périodes, avec toutes les difficultés que nous avons, la guerre à l'est du pays Non, madame, ce n'est pas facile. Là, il faudra le dire que l'UDPS, même depuis l'opposition, ce n'est pas un parti où on dit oui et tout le monde répond amen. Absolument, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui aient ce point de vue-là. C'est leur point de vue, mais je ne le partage pas. Je note qu'il y a eu des avancées pendant le règne du secrétaire général Kabouya et je pense qu'il faut savoir le saluer. On parle aujourd'hui congrès. Est-ce que vous aussi vous attendez ces assises? La haute autorité politique de référence du parti a donné le ton. Les commissions qui devaient travailler à l'organisation du congrès ont terminé leur travail. Il leur faut maintenant faire rapport à l'autorité pour avoir ses orientations. Donc voilà où nous en sommes. C'est la haute autorité politique de référence qui a le dernier mot. Alors là, je m'adresse à Désy Massani, cadre du parti UDPS. Qu'est-ce que l'UDPS n'a pas fait jusqu'à ce jour et que Désy Massani aurait voulu voir le parti faire? Bon, parce que vous êtes au pouvoir. En fait, vous êtes en train de me demander de critiquer mon parti sur le plateau de votre émission. Vous permettez que je ne me permettez vous je ne demande pas de critiquer. Vous permettrez que je ne le fasse pas. Je ne demande pas de critiquer. Non, je ne critique pas l'action de mon parti sur le plateau de télévision. Si j'ai des suggestions à faire, il y a des canaux par lesquels je peux faire passer mes suggestions, même aux plus hautes autorités. Alors, par respect pour elles. Matata Mponyo s'est exprimé au-delà des frontières de la RDC. On va se rappeler qu'on nous avait dit que Matata Mponyo était perdu. Du coup, on voit Matata Mponyo à l'extérieur. En tout cas, comme toujours, la politique en République démocratique du Congo, et Matata Mponyo s'est levé pour dire qu'aujourd'hui, il est la cible du régime Tshisekedi parce qu'il n'a pas voulu travailler avec le régime Tshisekedi. Des propos rejetés par l'UDPS, son secrétaire général, qui est revenu pour dire que Matata Mponyo était allé le voir pour lui demander de trouver une place, un poste sous le règne de Tshisekedi. Le secrétaire général de l'UDPS, M. l'honorable Augustin Kabouya Tshilumba, l'a dit hier, d'ailleurs, à l'occasion de la matinée politique qui s'est tenue au siège du parti. Par pudeur, il y a des choses que nous ne disons pas devant les caméras, mais aussi parce que nous considérons que nous sommes des politiques, des hommes d'État. Mais au vu de l'indécence du comportement de M. Matata, je pense que c'est ça qui a aussi amené le secrétaire général de l'UDPS à sortir cette vérité-là, parce que c'est ça la vérité. Madame, entre le président Tshisekedi, qui est au pouvoir, qui est le président de la République, qui est le chef de la majorité, qui a le gouvernement sous son autorité, et M. Matata Mponyo, vivant ici au Congo, à Kinshasa, qui a besoin de l'autre? Quelle est la valeur ajoutée que M. Matata Mponyo viendrait nous amener? Nous n'avons pas besoin de lui. Quelqu'un a dit c'est pour donner un peu de poids au pouvoir de Tshisekedi. Pour voir quand même Matata Mponyo, c'est pas n'importe qui. C'est un premier ministre honoraire quand même. Ce n'est pas il n'apporterait pas de poids. Il serait un fardeau. Un fardeau. Comment ça, un fardeau? À cause de sa réputation de détourneur. Mais il le rejette. Il rejette. Et pourtant, il continue à clamer son innocence. À moins que vous aussi, vous jetiez l'opprobre sur nos cours et tribunaux. Parce qu'il y a une condamnation qui pèse sur lui pour des détournements. Et lorsqu'il est venu approcher le secrétaire général du parti, il a avoué à demi-mot. En disant d'ailleurs que la plus grande partie de cet argent-là, ce n'est pas lui qui l'a eu, mais que c'était son chef de l'époque. Et que lui n'a eu que des miettes. Est-ce que M. Matata Mponyo peut nous expliquer
le montage financier qui a permis la construction de l'université Mapon au Kindu. Mais c'était quand même un Premier ministre qui était payé, non? Il a construit cette université avec son salaire. C'est vraiment ça l'exemple que vous voulez donner aux étudiants qui nous suivent, madame. Vous connaissez le coût d'une telle infrastructure? Non, madame. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Matata Ponyo a-t-il hérité de ses parents pour construire une telle université? C'est l'argent du contribuable congolais. Monsieur Matata Ponyo a fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits de détournement, de corruption. Monsieur Matata Ponyo, Premier ministre, avait attribué un marché public d'assainissement de la ville à son épouse. Un marché de plusieurs millions de dollars. Est-ce que c'est un exemple qu'on peut prendre, M. Matata Ponyo? C'est du népotisme. Est-ce que M. Matata Ponyo peut parler de transparence, de bonne gouvernance? Non, mais il continue à enseigner même la bonne gouvernance. À un moment donné. Mais il continue à enseigner parce qu'il estime que c'est un bon exemple. C'est parce que la plupart des acteurs politiques congolais jouent à la comédie. Ils jouent à de la comédie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce qu'ils font exactement le contraire de ce qu'ils disent. Vous voyez une clique de détourneurs qui se réunit pour donner des leçons de bonne gouvernance. Et puis cette histoire où je n'ai jamais compris, quand quelqu'un quitte le pouvoir, il devient directement ça. Il devient donneur de leçons. C'est parce que d'aucuns pensent que la population congolaise est naïve, mais ils se trompent. Aujourd'hui, le peuple congolais sait qui est qui. Surtout cette crise à l'est du pays, les derniers événements depuis janvier 2025 ont permis à la population congolaise d'être éclairée sur la nature de chacun des acteurs politiques congolais, surtout ceux qui font plus de bruit. On va quand même se rappeler que Kabound, avant qu'il ne bascule dans l'opposition, il a fait parler plus d'un Congolais. Hein? Les gens l'ont traité de tout le monde, il se considérait comme un autre président. Mais aujourd'hui, le même Kabound qui était critiqué hier, il devient un saint. Il devient donneur de leçons. Comment peut-on aujourd'hui avoir une classe politique responsable, une classe politique au service du pays? Bon, d'abord, je note que M. Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'amusait à crever les pneus sur les routes. M. Jean-Marc Kabound s'est permis, avec sa garde, de mettre la main sur des gardes républicaines, de molester des gardes républicaines. Et vous pensez vraiment qu'un homme qui est dans cet état d'esprit, on peut attendre quoi de lui? Je pense que à un moment donné, on doit arrêter de jouer les jeux de rôle que nous jouons. Alors comment avoir une classe politique responsable? Classe politique je vais vous donner un point de vue personnel. Je pense qu'il faut véritablement travailler à l'émergence d'une nouvelle classe politique, et comment y arriver? Non, mais je pense que le président de la République et les autorités au plus haut niveau doivent le faire déjà au niveau des recrutements, dans les cabinets politiques, lorsqu'il s'agit de confier les responsabilités au gouvernement et dans les autres institutions. Je pense qu'il y a lieu non pas de faire partir tous nos aînés dont nous avons besoin par ailleurs de leur expérience, mais il faut créer un équilibre pour que progressivement émerge une nouvelle classe politique qui est débarrassée de toutes les vieilles pratiques que nous déplorons aujourd'hui, des comportements indignes dont nous voyons aujourd'hui des preuves auprès de certains de nos aînés. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le président Martin Fayulu est aux États-Unis où il a participé à la 74e session
du National Prayer Breakfast, une organisation des Américains, des personnalités politiques et comme sociales du Parti républicain comme du Parti démocrate, qui chaque année depuis 1953 invite les personnalités, les hautes personnalités du monde entier pour traiter les questions cardinales du monde. Et le président Martin Fayulu a pris part à la 74e édition qui s'est tenue ce jeudi 5 février 2026. Peu après cette réunion, ce dîner de prière, les personnalités politiques américaines ont invité le président Martin Fayulu et M. Félix Tshisekedi lors d'une réunion où ils devaient aborder tous les sujets qui sont d'actualité au Congo, notamment les sujets relatifs au dialogue national, à la guerre d'agression que subit notre pays, à la division politique et aux tensions sociales. Profiter de l'occasion devant les Américains et M. Félix Tshisekedi, le président Fayulu a insisté sur la nécessité que les enfants du Congo puissent dialoguer de toute urgence. En une année, j'ai arrêté 8 guerres. Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, Arménie et Azerbaïdjan. Ça fait 10 ans que je travaille sur cette guerre. Mais je l'ai fait avec deux leaders qui ne s'entendaient pas depuis plusieurs années, mais maintenant on a fini. Très rapidement. Après, il y a quelques mois, on a signé la démocratique du Congo et le Rwanda, ce qui va nous donner la première lead pour un conflit qui a duré plus de 30 ans. Aujourd'hui, un homme merveilleux est ici, le président de la République démocratique du Congo. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez vous lever, qu'on puisse vous voir? Merci, merci, Monsieur le Président. C'est un homme brave. Je sais ce que vous avez. Ça, c'était très difficile. Ça, c'était beaucoup d'années. Et rien n'est facile. Il fallait faire des allers-retours. Mais vous êtes un homme brave. C'est un honneur de vous avoir. Nous avons le plus grand deal avec le Congo. Le Congo est un pays magnifique. Nous avons signé le contrat le plus grand avec des entreprises qui vont aller là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, le président de la République était la semaine aux USA à Décimassani. Aujourd'hui, il y a certains observateurs qui estiment que la RDC est en train de pleurnicher auprès notamment des États-Unis d'Amérique afin que la paix règne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et du coup, le dernier voyage du chef de l'État est quand même critiqué dans certains salons. Vous voulez parler des opposants? Les salons dont vous parlez, c'est... Dans les opposants aussi. Hein. Bon, je pense qu'ils sont dans leur rôle, hein, même si on constate que ça ne marche plus, hein, et qu'ils ne sont plus suivis. Hein. Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'opposition? La population ne les suit pas. Pour preuve, qu'ils demandent à la population, par exemple, d'exiger la tenue de leur dialogue. Vous verrez si la population les suivra. La population ne les suit pas parce que la population a constaté l'incohérence dans le comportement
des acteurs politiques de qui, par congolais, exemple? principalement de ceux qui se disent de l'opposition. Je ne vais pas ici citer les noms. C'est vous qui m'amenez à citer les noms, mais je ne voudrais pas citer les noms. Mais il faut dire que le voyage du président de la République, puisque c'est ça l'actualité, a eu pour avantage de consolider le partenariat stratégique entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des télécoms, mais aussi dans le secteur économique, parce que il y a cet engagement des Américains de pouvoir investir près de 500 milliards de dollars échelonnés en 15 ans dans le secteur des infrastructures. Mais finalement, on a l'impression que tous les marchés seront attribués aux Américains. Non, ce n'est pas ça. Aucun État n'a vocation à n'avoir qu'un seul partenaire. Il y a toujours une pluralité de partenaires qui permet à l'État d'entretenir des relations économiques avec d'autres nations. Mais vous savez que la politique, c'est le monde des intérêts. Les relations internationales, c'est les intérêts. Et à ce titre, le président Tshisekedi a eu l'intelligence et la sagesse de retenir l'attention de nos partenaires américains sur ce que nous pouvions nous apporter mutuellement. Nous avons besoin des Américains, ils ont besoin de nous, et c'est justement ça qu'on appelle la coopération. Alors, je vais quand même lire ce message qui est reçu. Quelqu'un qui dit Joseph Kabila a refusé de brader les minéraux du Congo pour conserver le pouvoir et qu'il y a des gens, des Congolais qui pensent que c'est que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire. Il est en train de brader les minéraux pour justement conserver son pouvoir. Je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui observent la vie politique congolaise depuis à peine quelques semaines. Parce que sinon, ils se souviendraient du fameux contrat chinois que nous avons été obligés de renégocier à cause du fait que la partie congolaise n'avait pratiquement rien gagné de ce contrat, mais que les Chinois, eux, avaient ce qu'ils voulaient. Il était question que des infrastructures soient construites ici au Congo et qu'en retour, des minerais soient accordés à ce consortium d'entreprises chinoises. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo avait gagné? Rien. C'est pour ça qu'il y a eu même toutes ces délégations qui ont fait le déplacement de Beijing. Le chef de l'État lui-même est allé vers le président on va se rappeler, hein, Xi Jinping pour parler de cette affaire. Et que le contrat a été à nouveau soit sur la rééquilibré. Table, Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que le président Kabila a sérieusement bradé les minerais du Congo. Ah, Kabila a bradé les minerais. Vous avez l'impression que nous en avons bénéficié, madame? Est-ce que vous avez l'impression que sous le règne du président Kabila, nous avons bénéficié de nos minerais? Et à votre avis, ils allaient où? Est-ce que vous avez l'impression que nous avions le contrôle de... Le Rwanda exportait de l'or et tant d'autres minerais qu'il n'a pas sur son sous-sol. Le Rwanda était devenu même le représentant de la RDC au-delà des frontières. Tout cela s'est fait sous le régime. Tout cela s'est fait sous le régime de qui? Sous le régime du président Kabila. Le président Tshisekedi a commencé à refaire le tour des personnes auprès desquelles le Rwanda allait ramener ces minerais, notamment l'or du Congo. Le président Tshisekedi a eu maintenant récemment signé des accords avec les Qataris, avec nos amis de Abu Dhabi, mais aussi même avec le Kazakhstan. C'est des destinations vers lesquelles les minerais qui sortaient de la RDC de manière frauduleuse atterrissaient. Donc, je pense que il faut rester cohérent. Alors, on va se rappeler de le président Kabila, de là où il est conscient lui-même de ce qu'il a fait et de ce qui se fait aujourd'hui. Même lui-même ne peut pas dire ça. Alors que les Congolais savent
aujourd'hui qui est Kabila, comme l'a lâché Némi Milania, les Congolais savent aujourd'hui qui est Kabila? Bon, je pense que je vous le disais au début, monsieur Milania joue de la comédie. Les Congolais ont constaté que leur pays est agressé par le Rwanda et que le président Kabila, notre ancien président de la République, est avec les Rwandais. Il entre à Goma, il est sécurisé par des militaires rwandais pendant que son peuple est violé, tué, pendant que son pays est agressé. Et là, je veux quand même emprunter quelques mots à Prince Epenge qui disait qui pouvait se rappeler que, et qui pouvait s'imaginer qu'un jour Kabila serait en train d'aller dans tel pays, il quitte ici, il va là-bas, il quitte là-bas, il rentre ici. Ça, c'est ce qu'a lâché Prince Epenge. Alors, nous allons parler de la dernière sortie médiatique de Monseigneur Donatien Chollet, qui a fait parler plusieurs Congolais. Je pense que Désir Massali, vous aussi, vous ne vous êtes pas empêché de parler de Monseigneur Donatien Chollet lorsqu'il a abordé la question relative à la situation sécuritaire dans la partie est. Vous l'aviez suivi? Oui, avec beaucoup de déception. Déception? Avec beaucoup de dégoût. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans tout ce qu'il a dit? Et beaucoup de regrets. Je regrette d'abord que, à ce niveau de responsabilité, l'Église catholique et la SENCO aient fait confiance à des personnalités qui n'ont pas le profil requis, qui n'ont pas la moralité requise. Et là, vous parlez de qui? Je parle notamment de M. Chollet. Mais c'est quand même dur envers Monseigneur Chollet. Et qui n'ont pas le sens de responsabilité requis pour la hauteur de leurs fonctions et de leurs tâches. Mettre sur le même pied d'égalité l'armée souveraine d'un pays avec un mouvement rebelle, disons même une agression, parce qu'il est prouvé aujourd'hui que c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Les mettre sur le même pied d'égalité en disant que les uns et les autres tuent. Ça montre que M. Chollet n'a aucune once de patriotisme en lui et aucun amour de la patrie. Mais s'il vous plaît, madame, nous parlons des choses sérieuses. M. Chollet, par ses propos, a craché sur les millions de morts congolais. Il a craché sur nos frères et nos sœurs qui sont morts armes à la main au front. Il a craché sur les femmes qui ont été violées pendant toutes ces années. Parce que M. Chollet a considéré que les forces armées de la République démocratique du Congo n'avaient pas le droit de défendre leur sol, alors que tous les instruments juridiques internationaux leur confèrent ce droit, en commençant par la Charte des Nations Unies jusqu'à la Constitution de la République démocratique du Congo. Les propos de M. Chollet sont d'une gravité extrême. Il mériterait d'être interpellé pour des propos aussi graves. Malheureusement, il n'est pas interpellé. Hélas, c'est parce que l'État congolais a toujours fait la part belle à l'Église catholique. Je ne sais pas pourquoi. Mais ces propos sont tellement graves que ça mérite une interpellation. Absolument. Tout Congolais consciencieux devrait être choqué par des propos aussi malencontreux. Mais ce n'est pas quand même la première fois. On va se rappeler que, alors que à l'interne comme à l'extérieur, on parle du Rwanda comme agresseur de l'Est, de la RDC dans sa partie Est. La SENCO a quand même fait et n'a pas cessé de faire des éloges au Rwanda. Ce qui est même grave, c'est que M. Chollet a accusé les forces armées de la RDC de perpétrer un génocide à l'est du pays. M. Chollet a dit que la RDC perpétue un génocide. Parce qu'il a dit que les FARDC tuent les Banyamulenge. Donc il accuse les FARDC de perpétrer un génocide. Il devrait être interpellé pour ça. C'est des propos extrêmement graves. Alors, allez-y. J'ai perdu le fil de mes idées, allez-y. Alors, désolé. Déjà, vous êtes choqués. Mais aujourd'hui, on va voir que les opposants qui sont restés sous le sol congolais, qui sont à l'extérieur de l'RDC, restent accrochés au dialogue proposé par les CC et la SENCO. Madame, les opposants doivent savoir qu'ils ont des droits
mais que le pouvoir en place a aussi des droits. Vous pensez vraiment que nous, UDPS, ou disons l'Union sacrée, mieux encore, le président Tshisekedi, a des raisons de faire confiance à la neutralité, à l'objectivité de la SENCO et de l'ECC? Alors que nous savons tous qu'il roule pour le Rwanda. L'ECC SENCO roule pour le Rwanda. Monseigneur Fulgence nous a dit que le Rwanda participe au financement de leurs différents déplacements. Si le Rwanda n'avait aucun intérêt à gagner de leurs déplacements, pourquoi il le financerait? Ça signifie qu'ils sont en train de suivre un agenda qui correspond aux intérêts du Rwanda. À partir de ce moment, comment voulez-vous qu'on croie à la médiation de la SENCO et de l'ECC? On n'est pas naïf, madame. Dialogue national inclusif qui, pour plusieurs, reste une solution pour la paix dans l'Est de la RDC. Comment départager les politiques? Il faut qu'on nous l'explique, qu'on nous explique ce concept-là. La crise aujourd'hui dont souffre notre pays est une crise sécuritaire. Elle n'est pas une crise politique. Parce que nous avons des institutions issues des élections. L'Église catholique elle-même, dont nous connaissons l'hostilité au pouvoir en place et au président de la République, a reconnu la victoire du président de la République. Aucune institution, même à l'international, n'a levé son petit doigt pour contester la victoire du président Tshisekedi ou de sa majorité. Nous avons donc des institutions légales, légitimes, qui sont établies. Il n'y a pas de crise politique. À partir de là, il n'y a aucune crise politique. Mais il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui corroborent les affirmations du pouvoir en place du président Tshisekedi, selon lesquelles nous sommes plutôt victimes d'une agression par le Rwanda. Le Rwanda lui-même l'a avoué par son ambassadrice. Qu'ils ont une collaboration avec l'AFC M23. Le ministre des Affaires étrangères rwandais l'a reconnu. L'AFC M23 l'a reconnu. Mais là encore, le Rwanda affirme haut et fort qu'ils ont une collaboration avec la FCM23. Mais Monseigneur Donatien Chollet fait allusion à un jeu de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai commencé à répondre à cette question en regrettant le fait que l'ECC, plutôt que la SENCO, confie des responsabilités aussi importantes à des personnalités qui s'illustrent par ce genre de comportement, qui nous montrent clairement qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions. C'est indigne. Quelle honte. Alors par ces affirmations, vous voulez quoi? Vous voulez que Monseigneur Chollet soit remplacé, c'est ça? Peu importe. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement eu de bavures, tellement eu d'actes, il y a tellement eu d'actes d'antipatriotisme par ces sorties médiatiques qui n'ont pas été sanctionnées par son institution, qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que ce n'est pas seulement les personnes de M. Chollet ou de Ambongo qui posent un problème, mais que c'est l'institution SENCO elle-même qui pose un problème. Oui, parce que la SENCO n'est pas seulement composée de Monseigneur Chollet, Fulgence Muteba. Si sa hiérarchie, si la SENCO était contre les prises de position et les attitudes de M. Chollet et de M. Ambongo, je pense qu'il y aurait eu des réactions, mais il n'y en a pas eu. Donc, vous voulez dire que les autres membres sont complices? Ça signifie qu'ils sont... épousent les points de vue de Monseigneur Chollet? Ça signifie qu'ils sont d'accord. Qu'il est dit mot consent. Absolument. Mais bon, à partir du moment où ils sont financés par les Rwandais, par les Ougandais, bon, qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux? Est-ce qu'à ce stade, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé cette question, la RDC ne peut pas faire intervenir le pape? Comme l'autre fois, on a vu le pape François qui était intervenu, qui est même venu en République démocratique du Congo. Faire intervenir le pape, pourquoi? Nous n'avons pas certains... En réalité, je pense plutôt que nous devrions plutôt travailler à minimiser au maximum l'impact et l'influence de ces institutions religieuses. SENCO et CC? Oui, parce que nous ne sommes pas une nation catholique. La RDC est un État. Comment y arriver?
je pense que le président de la République, le gouvernement devrait ne plus accorder l'attention que nous accordons à ces institutions. Ça, c'est un point de vue personnel qui m'engage, parce qu'aujourd'hui, il apparaît très clairement qu'elles ont perdu toute leur crédibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez les animateurs est-ce que vous pensez, ou les structures? Ça se confond. Si les prises, comme je vous le disais, si les prises de position des animateurs ne correspondaient pas avec la ligne de la structure, ils auraient été sanctionnés. Puisqu'on les laisse faire, ça signifie que c'est la structure qui n'est plus crédible. Mais qui va les sanctionner lorsqu'on voit Jean Tembar, qui est pratiquement le responsable qui va les voilà, sanctionner. et c'est lui d'ailleurs le responsable qui nous dit qu'ils reçoivent de l'argent du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, en fait, le président de la SENCO nous dit lui-même qu'ils sont corrompus. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des prélats corrompus? Est-ce qu'au Rwanda, des prélats peuvent se permettre les libertés que se permettent M. Cholé, Ambongo, Mouteba et autres? Est-ce qu'au Rwanda, des prélats peuvent se permettre de telles libertés? Pourquoi ça doit être ici au Congo? Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez déjà entendu les évêques américains se prononcer, donner des orientations politiques au gouvernement et exiger qu'elles soient suivies? Absolument pas. Si on pouvait encore, par naïveté, imaginer qu'un dialogue soit conduit sous l'égide de la SENCO et de l'ECC, mais aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité. Et nous n'avons, nous, pour notre part, UDPS, Union Sacrée ou Majorité, nous n'avons aucune raison de leur faire confiance. Je vous le dis en face. Aucune raison de faire confiance. Nous n'avons aucune confiance de leur faire confiance. Aucune raison. Alors, vous me parlez que de l'ECC SENCO, mais aujourd'hui, on dénonce également le silence de certains membres de l'Union Sacrée et la Nation. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de tous les membres de l'Union Sacrée de la Nation. Devrait-il passer à la télévision à tour de rôle pour donner des positions? Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez d'eux. Mais je pense qu'il appartiendra aussi à la haute autorité politique de référence de tirer les conséquences de ce qu'il a lui-même constaté Vous n'avez rien de ses constaté. collaborateurs. Non, je n'ai pas qualité. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier. Nous allons continuer avec ce débat autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Quelle solution pour la paix dans cette partie du pays? Samedi 31 janvier 2026, la mobilisation est spontanée et spectaculaire depuis la résidence de l'honorable Augustin Kabouya, après l'annonce, il y a 24 heures seulement, de la tenue de la matinée politique ces jours, au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social au cœur des Limété. Dans une cour du siège national du parti au pouvoir noir du monde, l'ambiance est agréable en présence de plusieurs hauts cadres et autres mandataires du parti, parmi lesquels Jean-Paul Mbouebois, gouverneur de la province du Kasaï oriental. Après l'hymne du parti et à l'invitation du modérateur Clément Barouti Limbaya, porte-parole de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président AI, commence par faire taire tout soupçon autour de la tenue du congrès extraordinaire. C'est faux. La haute autorité politique de référence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, n'a jamais désigné quiconque pour diriger l'UDPS en remplacement de l'honorable Augustin Kabouya. Botia na mituna binote ba discours nyonso ya lukutao président désigné ki songolo pakala atikala kosale loko wana te. Bola nanga malamu te okani. O président za moninga na ngate soki yo président za moninga na yo. Mais président Sassou Nguesso kokoma nani? Baninga na ndeba chef d'état mususu eza yo na ngate. Tolongola ka koloba biloko wana. Oh tel aza ami ya président, tel aza ami ya président, c'est du non-sens, c'est de l'impolitesse même. En effet, le chef du parti au pouvoir dit attendre le rapport de 2 commissions mises en place pour les préparatifs du 10 congrès. Il devra à son tour les soumettre à l'appréciation de la haute autorité politique de référence du parti. Ce dernier va décider sur la date de la tenue du congrès extraordinaire tant attendu. Congrès, il faut écouter. Mais naza indiscipliné. Naza kozela bayela nga rapport wana pona yoka kike basala ki plénière na bango soki bayelinga nango na ko solliciter audience pona ko pesa mikanda nyonso et pas ko lo parti na ye.
Obligé de placer un mot sur la déloyauté de l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour Augustin Kabouya, dit AK-47, la présence signalée du nouveau rebelle à Goma est un non-événement. IDPS viva. Non-événement avec l'histoire d'Ibalanki. La scène politique congolaise continue d'être marquée par des déclarations qui questionnent la cohérence, la constance et la sincérité du discours public. Les récentes prises de position de Willy Bakonga en constituent une illustration éloquente. Willy Bakonga s'affichait sans équivoque comme infidèle du kabylisme. Sur un plateau médiatique, il déclarait avec assurance « Je suis kabyliste de sang. Si je quitte le kabylisme, je quitte la politique ». Une affirmation forte présentée comme un engagement idéologique profond et indéfectible envers l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Moi, je suis kabyliste de sang. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabyliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. Pourtant, aujourd'hui, le même acteur politique adopte un discours radicalement différent. Intervenant dans une autre émission, Willy Bakonga semble reléguer cette loyauté au second plan. Il n'hésite plus à évoquer l'existence de dossiers judiciaires visant Joseph Kabila, tout en se montrant particulièrement indulgent à l'égard du pouvoir en place. Plus encore, il affirme ne voir aucun inconvénient à ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi poursuive son mandat au-delà de l'échéance constitutionnelle. Gai naebi que président Kabila azana makamona justice. Naebi yango. Kaza condamné. Agoko se représenter les sous-soutés. Donc ceux qui attendent, peut-être, bon, naebi te, nandenge na bango. Mais ngai, naebi sio que il n'y a pas de péché. Ce qui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a continué. Donc, so bache Tshisekedi, bache Kabila, oponi Tshisekedi. Siko Tshisekedi nde. Kolo makambo mwana mboka. Mwana mboka. Ah, papa. Willy a Tshisekedi. Mwana mboka. De père et de mère, tozana yao. Bato même de nazolo baba zoka moi. Mais c'est ça, okoka etali yo. Ata okamu etali yo. Yo yoko na lobby. Je crois na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ce repositionnement soudain donne l'image d'un homme politique prompt à ajuster ses convictions au gré des circonstances. Celui qui s'est revendiqué hier kabylliste de sang se présente actuellement comme un défenseur zélé du régime Tshisekedi, allant jusqu'à adopter un discours plus flatteur que celui de certains militants historiques du camp présidentiel. Ce revirement met à nu une pratique politique décriée par plus d'un Congolais, celle où les convictions s'effacent devant les intérêts personnels. Pour certains observateurs, Willy Bakonga incarne davantage une politique de positionnement que des convictions bien loin du service de la nation. Alors, Desi Massani, la situation sécuritaire dans l'est du pays, aujourd'hui, il y a certains Congolais qui estiment que dès lors le Rwanda l'a dit publiquement qu'il collabore avec l'AFC M23, ça vide déjà le discours sur la convocation de ce dialogue qui veut donner une impression que c'est une affaire entre Congolais. Il y a deux gens qui estiment que le dialogue n'a plus son sens et surtout qu'il y a déjà des sanctions en gestation contre le Rwanda et que le Rwanda estime que la RDC Félix Antoine Tshisekedi est un peu, je sais pas, cajolé ou le chouchou, est devenu chouchou des Américains. Le dialogue n'a plus tout son sens. D'abord, les propos du président Kagame traduisent, comme je le disais précédemment, la perte d'influence. Sa perte d'influence. Il est coincé. Hein? Absolument, il est coincé et c'est là qu'il faut saluer
l'action du président de la République, la diplomatie. J'aimerais voir encore aujourd'hui ceux qui se moquaient de ces différents déplacements en parlant de leur coût, entre guillemets, qui serait excessif, etc. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce que... tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, Félix Tshisekedi, il avait dit... Il l'avait dit. Personne ne l'avait cru. Et aujourd'hui, les événements nous ont démontré que le président de la République avait vu juste qu'il avait bien cerné les contours de la crise. Il est le Congolais le mieux informé. Et qu'il a fait, s'étant rendu compte qu'il y avait du travail à faire au niveau de l'armée, et il a utilisé la voie de la diplomatie pour rétablir la situation à l'est du pays. Et progressivement, nous voyons les effets, l'impact de ce travail qu'a fait le président de la République au courant de toutes ces années. Vous avez suivi que le président Trump, lui-même, dans ses propos lors du récent déjeuner à Washington, a dit qu'il vous a fallu faire plusieurs allers-retours. Donc vous voyez que même eux, ils comprennent que c'était la voie obligée. Et aujourd'hui, que le président Kagame, il ne fait plus 2 jours sans se plaindre de la situation à l'est du pays. Il ne fait plus 2 jours sans se plaindre du fait de son isolement diplomatique de plus en plus grandissant. Et il faut saluer l'action du président de la République qui a fait preuve d'un grand courage, comme le disait le président Trump, parce qu'il faut dire que le président Kagame était en fait l'homme fort de la sous-région. Qui parlait même au nom de la RDC. Oui. Et il faut saluer l'action du président de la République qui aurait pu, comme certains, accepter la compromission pour sauver son régime, pour sauver sa vie, pour s'éviter certaines attaques, mais il a accepté de prendre ce risque avec toutes les failles qu'on connaissait au niveau de notre armée ou même de certains de nos services. Il a accepté de prendre ce risque-là. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Bon, j'aimerais bien que ceux qui appellent au dialogue mordicus nous expliquent le lien qu'il y a entre le dialogue qu'ils demandent et la cessation des hostilités ou la récupération des territoires sous occupation aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aurait ce dialogue-là que nos amis appellent sous l'égide de la SENCO. Quels seraient les acteurs politiques invités? Quels seraient les termes de référence de ce dialogue-là? Et dialoguer pourquoi? Et quel serait leur impact par rapport à la crise sécuritaire qu'il y a à l'est du pays? À moins que les acteurs politiques congolais nous disent, à moins que nos acteurs politiques de l'opposition plutôt nous disent que c'est nous qui sommes à la base de la guerre à l'est et que si nous nous mettions sur la même table, nous allons nous retirer, nous allons libérer les territoires occupés. Mais ils ne peuvent pas le dire parce que c'est le Rwanda. Par ce dialogue demandé, appuyé également par le FCC de Joseph Kabila Kabange, alors que Joseph Kabila est présenté aujourd'hui dans l'opinion comme au fait le soutien Madame, à l'AFC. Permettez-moi de finir. À l'AFC M23 a demandé ce dialogue avec l'AFC M23. Ce n'est pas une façon de dire directement à l'AFC M23 de se retirer. La réalité aujourd'hui, c'est que les opposants qui appellent au dialogue qui doit être convoqué sous l'égide de la SENCO et de l'ECC, c'est-à-dire le FCC et tous les autres, la SENCO, l'ECC, tous concourent à l'agenda de M. Kagame et du Rwanda. C'est le même agenda. C'est pour ça qu'ils parlent d'une même voix. Et madame, il n'en est pas question. Donc, même Fayoulou aussi. Il n'en est pas question. Mais Fayoulou, Katumbi. Quel est l'intérêt aujourd'hui? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quel est le lien que M. Fayoulou fait entre le dialogue qu'il demande et la cessation des hostilités à l'est du pays, la récupération des territoires occupés? Quel est le lien? Comment il peut nous expliquer? En quoi est-ce que M. Fayoulou, pour qui j'ai beaucoup de respect, M. Katumbi,
nous aiderait à récupérer les territoires qui sont sous occupation. Donc, je comprends que Dessi Massani n'est pas d'accord avec le dialogue. Pourvu que ce soit pertinent, pourvu que ce soit utile, que ce ne soit pas pour des besoins de positionnement, de repositionnement. Mais le président de la République s'est montré ouvert de toutes les manières parce que même il y a quand même nécessité d'encourager ou de favoriser un climat d'apaisement et de cohésion nationale à l'interne. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais tout cela doit faire un tout. C'est-à-dire, d'autre part, les accords de Washington avec le Rwanda, les discussions à Doha avec l'FCM 23 et au niveau interne. Mais la FCM 23, il négocie ses intérêts, ou il négocierait ses intérêts où, d'après vous, madame? Dans le cadre des discussions à Doha, ou vous pensez que la FCM 23 viendrait négocier ses intérêts dans un dialogue national? Parce que la FCM 23 négocie ses intérêts dans le cadre des discussions à Doha. Et même lors de ce dialogue-là, ils peuvent également... Mais en réalité... Parce qu'on soutient le dialogue avec tous les Congolais. Sur ce plateau, il y a même Idriss Katenga qui l'a dit. Un dialogue avec tous les Congolais, y compris les Congolais qui ont pris les armes. Pour quel objectif? Vous allez dialoguer avec des personnes qui sont corrompues par le pouvoir rwandais. L'objectif de ce dialogue, l'objectif ultime de ce dialogue, c'est en fait de donner l'impression à la face du monde que la crise à l'est du Congo est une crise congolaise. Une affaire entre Congolais. On veut congoliser la crise, alors qu'il s'agit d'une agression. Les rapports montrent qu'il s'agit d'une agression. Le Rwanda a même reconnu. Alors, Dessi Massani, comment est-ce que vous interprétez ou vous avez compris cette déclaration de Corneille Nangaa qui s'adressait à la population bien sûr du territoire de Nyiragongo au Nord Kivu? Corneille Nangaa a lâché haut et fort, la guerre est finie, il est temps de passer au travail et au développement. Bon, alors, nous ne sommes pas belliqueux, nous ne pouvons que nous réjouir de la fin de la guerre. Est-ce que Corneille Nangaa a compris que c'est fini pour lui? Parce qu'il a dit, alors que les sanctions, ont demandé des sanctions contre le Rwanda. Il y a encore quelques semaines, M. Nangaa disait, en cette année 2026, le mot d'ordre pour eux, c'est d'avancer. Kisangani. Oui, eux, c'est avancer. Il a dit ça. Le mot d'ordre, c'est d'avancer. Lorsque vous entendrez reculer, ce n'est pas nous. Subitement, ils se sont retirés. D'abord, ils se sont retirés d'Ouvira. Bon, on peut considérer que ce n'est toujours pas eux, puisqu'ils ont reculé. Et aujourd'hui, il nous dit que bon, la guerre est terminée. Je ne sais pas, c'est peut-être à lui de s'expliquer, mais la vérité est N'est-ce pas qu'il a compris que Tshisekedi a remporté ils sont en difficulté. Il est clair qu'ils sont en difficulté. Ils le savent et tout le monde le voit. Et je pense que la récupération de nos territoires occupés, c'est pour bientôt. Et nous pourrons enfin envisager le développement de notre pays, la reconstruction de notre pays. Alors, nous pouvons enfin envisager la construction de notre pays, vous le dites, mais on va quand même se rappeler qu'il y a une autre question qui s'invite dans plusieurs salons. C'est en rapport avec les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi qui a fait 2 mandats déjà. Mais certains estiment qu'il est temps de réévaluer ce mandat parce que Tshisekedi n'a pas géré comme il avait prévu. Il y a d'un côté la Covid-19 et de l'autre côté la guerre. Donc, il est temps de revoir et donner quelques reliquats, comme Gabriel Moukiel a dit, à Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il vous arrive aussi de penser à cette question? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous Madame, d'abord, je pense qu'il appartient au peuple congolais de prendre une orientation politique claire par rapport à cette question, parce que, je le disais encore récemment, si l'environnement politique, le leadership politique au niveau de la sous-région ne change pas au cours des prochaines années, c'est-à-dire que si le leadership reste le même au Rwanda, au Congo-Brazzaville, Ouganda, en Ouganda, Cameroun. Bon,
Au Cameroun, c'est... C'est un peu loin, mais on parle quand même des présidents africains. Ils sont restés à plus de 10 ans. Non, je ne veux pas parler du Cameroun et des autres pays. Je parle des pays qui peuvent, dans une certaine mesure, constituer une menace. Ok, Ouganda, pour la sécurité. Rwanda, et puis dans une moindre mesure, Congo-Brazzaville, parce que l'ennemi peut passer par là. Je ne vois pas pour quelle raison on devrait changer le leadership actuel. Lorsqu'on tient compte. Soyez clair. Absolument. Parce que lorsque nous regardons notre classe politique, le comportement de nos acteurs politiques, la corruption, les trahisons, je ne vois pas à qui devrait-on aujourd'hui remettre les clés de la République pour faire face aux incursions du Rwanda, au VLI. Non, Madame... Vous ne voyez personne dans l'opposition? Il travaille pour l'agenda de M. Kagame. Vous pensez que c'est en vain? Ils ne sont pas dignes de confiance du peuple congolais? Je ne pense pas. M. Fayoulou encore, c'est un peu différent. M. Mukwege, je ne sais pas si il est prêt pour être président de la République. Parce que il ne suffit pas d'être prix Nobel pour être président de la République d'un pays comme celui-ci. Je pense que ce serait réaliste de garder le même leadership. Vous êtes en train de dire qu'on doit oublier les élections? Non, mais on doit changer la constitution parce que Félix Tshisekedi doit rester. C'est au peuple congolais de le déterminer. Non, mais déjà, en lançant ces débats, c'est que vous avez déjà une réflexion. Mais madame, on ne peut pas interdire à des intellectuels de réfléchir. On ne peut pas interdire à des intellectuels d'avoir des idées. Vous ne pouvez pas nous interdire, nous, de réfléchir de cette manière-là. Nous réfléchissons, nous voyons comment les mandats du président de la République ont été perturbés par cette crise sécuritaire à l'est du pays. Mais comment vous pouvez exiger le départ d'un président de la République qui a fait ce travail? Alors, juste pour aller vite, on va jeter un coup d'œil en Ouganda avec Yoweri Museveni, 81 ans déjà, président depuis 1986, si je ne me trompe pas, et qui a donc touché à sa constitution, supprimé les limites de mandat et d'âge, et c'est ce qui lui a permis de se représenter encore. On va voir Denis Sassou Nguesso qui a annoncé encore dernièrement sa candidature pour la présidentielle de 2026, si je ne me trompe pas. Lui aussi a fait supprimer les limites de mandat dans sa constitution pour prolonger encore sa présidence. Et pour terminer, c'est Paul Kagame qui est président depuis 2000, si je ne me trompe pas, soit plus de 23 ans au pouvoir. 26 ans. Et voilà, 26 ans, je ne sais pas, une réforme constitutionnelle avait eu lieu en 2015 qui lui a permis d'élever également les limites de mandat pour lui. Et voilà, avec le changement qu'il a eu à faire, il peut rester en fonction jusqu'en 2034. Juste pour appuyer votre crainte de dire que si ces gens restent, donc il faudra également envisager une solution avec Félix Antoine Tshisekedi qui est arrivé au pouvoir depuis 2019 et réélu en 2023. Avant l'élection du président Tshisekedi, nous avions un autre leadership qui a fait 18 ans. Nous avons vu comment notre pays était asservi au Rwanda. Mais nous ne voulons plus retourner à cette situation-là. Alors, vous ne voulez pas que la RDC retourne à cette situation et vous ne voyez personne dans l'opposition. C'est que Félix Tshisekedi devra faire comme les autres? Je constate que les acteurs politiques, entre guillemets, majeurs de cette opposition, roulent pour M. Kagame. Et que le seul acteur pour vous, que vous voyez pour ce moment, c'est Félix Tshisekedi. Si vous en voyez un autre, dites-le nous. Même pas au sein de l'UDPS, il n'y a personne? Je pense que c'est à la population congolaise de déterminer l'orientation politique qu'il faudra que la nation prenne sur cette question. Alors, si il vous est demandé à vous, Désiré Massani, Félix reste au pouvoir pour combien d'années? Madame, si nous... Vous, d'abord, n'attendez parce pas qu'on attend que les élections sont en 2028, mais déjà, vous n'êtes pas d'accord avec ce que décrit la Constitution. N'attendez pas que je réponde comme un élève par oui ou non.
Non, combien? Non, justement, n'attendez pas que je vous donne un chiffre. Ah. Je suis en train, en train de poser les bases. Si nous allons au dialogue, admettons que nous allons au dialogue selon le format que nos amis SSC-SANCO propose, ainsi que la quasi-majorité de l'opposition, excepté... Pas quasi, on peut dire tous les opposants. Hein? Bon, je n'ai pas entendu M. Mukwege, M. Mukwege aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis la quasi-majorité. Qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'il remettrait en cause la légitimité du président Tshisekedi en prétendant... Partage gâteau aussi. En prétendant d'abord que les élections de 2023 étaient entachées d'irrégularités et qu'ils ne le reconnaissent pas. Ce qui obligerait à rabattre les cartes. Et qu'est-ce qui en sortirait d'un tel dialogue? Il en sortirait que M. Tshisekedi reste à la tête de l'État, comme chef de l'État, comme président, pour conduire une période transitoire, n'est-ce pas, après laquelle plutôt, il y aura un nouveau cycle électoral. Et ces acteurs politiques viendront donc entrer eux aussi dans les institutions. Se faire un peu une santé financière. Se faire une santé financière. Et là, ils accepteraient tous que le président Tshisekedi reste au pouvoir plus longtemps. En réalité, c'est ça qu'ils nous demandent. Donc, ils sont déjà en train de baliser une voie pour un glissement. C'est ça? Ou pour des nouvelles élections? Mais absolument. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Désiré Massani, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info7. Je pense que je m'adresserai à la population en disant en leur demandant de faire confiance au président de la République, de faire confiance aux efforts entrepris par le président de la République pour amener la paix, la stabilité à l'est de notre pays, mais aussi pour récupérer ces territoires qui sont encore sous occupation étrangère. Je demanderai à la population de faire confiance aux institutions de la République, mais surtout de faire un front commun pour barrer la route à l'ennemi. Nous le connaissons. Et à tous ces supplétifs, pas seulement les supplétifs qui prennent les armes comme l'AFC M23, mais même ceux qui sont au sein de la classe politique, qui relaient les discours du pouvoir rwandais pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, c'est complètement fini. Merci bien d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce magazine de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de nous écrire par de voies habituelles et retrouver l'intégralité de votre émission sur YouTube, Anita Plus TV. Merci encore une fois de nous faire confiance. Je cesserai de le dire. Info7 est une émission de Congo Télévision. Info7 votre émission. Info7 notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne Haute Définition. Au revoir.